Merci, merci Madame Manceau et bonjour à tous et à toutes. C'est tout un honneur pour Howard, Léonard et moi que d'avoir l'occasion d'échanger avec vous 21 ans après la publication du rapport de notre commission d'études. Alors, même si Howard avait mis sa cravate et son veston pour les fins protocolaires, j'ai finalement été chargé de souhaiter, au nom des trois, le mot de bienvenue, de vous dire qu'on a échangé brièvement à distance sur comment aborder le sujet 20 ans après. Beaucoup des choses qu'on pense qu'on a recommandées à l'époque sont toujours d'actualité ou pertinentes. Puis dans le temps dont on dispose, nous nous sommes répartis 3 sujets d'intérêt chacun. 3 sujets, 1 par personne. Alors, Howard va s'intéresser principalement au GMF, Léonard principalement aux ressources humaines et dans mon cas principalement à la gouvernance, en permettant bien sûr éventuellement de pouvoir échanger sur d'autres sujets pendant l'échange. Alors, je vais chercher à partager mon écran. Alors, un instant, ce n'est pas celui-là que je voulais partager. Il est ici. Partager. Je le mets en ensemble. Alors, donc, un instant, je vais simplement m'assurer que je place cela comme ça. Alors, donc, j'ai préparé un très bref survol de l'évolution de la gouvernance dans le réseau de la santé au cours des 21 dernières années. Quand je dis ces 21 ans, c'est sûr que je n'oublie pas que pour beaucoup de personnes qui sont autour de la table, vous étiez très jeunes au moment de la commission. Et donc, il peut y avoir des choses qui sont peu connues. Donc, je commence d'abord pour un rappel de qu'est-ce qu'était la gouvernance du système de santé vers 1999. Vers 1999, il y avait au Québec plus de 600 établissements de santé. Parce que, par exemple, les quelques 300 CHSLD, plus ou moins, avaient chacun un conseil d'administration. Les hôpitaux n'avaient pas été regroupés, les établissements des CLSC non plus. Donc, pour faire court, nous avions à ce moment-là environ 9000 bénévoles qui étaient membres à plus ou moins 15 personnes par conseil d'administration. Il y avait plus ou moins 9000 bénévoles membres des conseils d'administration dans 5 catégories d'établissements. Donc, une gouvernance qu'on pourrait qualifier de communautaire et très participative parce que je vous assure que les quorums n'étaient pas difficiles à atteindre au niveau de la participation dans ces conseils d'administration. Les 5 catégories d'établissements, vous les connaissez. Nous avions une structure à l'époque de 17 ou 18 régies régionales de la santé et des services sociaux qui mobilisaient, eux, environ 250 administrateurs dans les conseils des régies régionales et des associations d'établissements qui, dans le cadre de la gouvernance, c'est quoi la gouvernance? Pour moi, une très courte définition, c'est le système par lequel une organisation est orientée, dirigée, contrôlée. À l'époque, les associations d'établissements jouaient un rôle important dans ce système de gouvernance-là. Donc, vers 1999, si on voit les choses positivement, on va voir qu'il y avait d'autres conséquences à ça, une gouvernance surtout très communautaire, très participative. Quelques très grands constats à très haut niveau, puis toujours en matière de gouvernance, c'est mon sujet. On avait constaté un besoin de clarifier les rôles de la gouvernance nationale. Déjà à l'époque, on considérait que le ministère de la Santé et des Services sociaux
intervenait parfois par-dessus les régies régionales dans la gestion opérationnelle. Et donc, on sentait le besoin de clarifier son rôle, de le positionner vraiment dans un rôle de ministère, c'est-à-dire un ministère, quel qu'il soit, c'est centré sur l'élaboration des politiques, des grandes orientations, détermination des objectifs et évaluation des résultats à très haut niveau. Donc, besoin de clarifier une réponse en termes de grande orientation. Mais il y avait aussi un besoin de clarifier les rôles de la gouvernance régionale. Donc, la commission avait exclu l'hypothèse de changer ce niveau d'autorité régionale, mais on considérait qu'il fallait confirmer ce palier régional, mais le rendre plus imputable de différentes façons, de l'actualisation des politiques nationales, de l'organisation des services et de l'allocation des ressources. Finalement, au niveau local, avant d'aller au niveau local, mais il y avait deux observations aussi là, qui étaient problématiques, si on veut. Le fonctionnement en silo. Hein, on fonctionnait les CHSLD, les hôpitaux, les services sociaux, les CLSC. Il y avait un fonctionnement en silo qui faisait problème et un certain isolationnisme, pour ne pas dire un isolationnisme certain, des très grands établissements. Devant ça, il nous apparaissait la nécessité de hiérarchiser les services et on a fait des recommandations concernant le réseau des établissements universitaires qui sont devenus plus tard les RUIS. Finalement, au niveau local, là où était mobilisé le plus grand nombre d'administrateurs, une gouvernance, comme je dis, communautaire très participative, mais qui n'allait pas sans difficulté à cause d'un esprit de clocher et de la fragmentation des services à l'échelle locale. Vous me voyez venir. Notre première recommandation étant à l'effet de structurer une première ligne comme étant le fondement, la base d'un réseau de services et d'avoir un réseau de proximité à l'échelle du territoire des CLSC dans un réseau intégré de services, bien, on avait des recommandations sur la gouvernance à cet effet-là. Donc, la logique de la gouvernance qui était promue par notre commission en 2000. Je vous rappelle, la première ligne est l'assise du système de santé. Si c'est le cas, ça se déploie comment? Ça se déploie par une approche populationnelle et en bonne partie territoriale, pas aussi facilement sur l'île de Montréal, mais en général, les territoires de CLSC correspondent aux territoires de MRC. Donc, voilà une échelle pour déployer l'approche populationnelle et territoriale. Une recommandation de dire nous allons aller vers des conseils unifiés pour les CLSC, CHSLD et les hôpitaux par territoire. Et au niveau local, toujours, d'avoir le développement de GMF en clinique, mais on recommandait aussi que, comme on voyait ça comme un modèle opérationnel, que ça pouvait se déployer autant en clinique privée qu'en CLSC pour une première ligne médicale. Donc, vraiment, là, on conservait, mais on essayait de donner une gouvernance à la première ligne qui permette de maximiser son impact et sa capacité de prendre charge de façon intégrée de cette première ligne du système de santé. La consolidation au niveau régional, donc on avait des recommandations à cet effet-là, vous les voyez, et finalement, à l'échelle nationale, ce qu'on voyait, c'était de dire il faut soit que le ministère se renouvelle et se limite à son rôle de ministère, ou que le gouvernement, l'État envisage la création d'une agence de santé. La réforme de 2003 qui est venue créer, avec M. Couillard, 95 centres de services de santé et de services sociaux, elle a repris cette approche populationnelle, mais sous des conseils locaux imposés par la loi. On a déployé des GMF, mais beaucoup sous la houlette du ministère plutôt que des conseils des C3S locaux. On a transformé
ce changement-là, malheureusement, il a mis du temps à s'imposer en termes de changement de paradigme par rapport au changement administratif. Les régies régionales sont devenues des agences, on passe là-dessus, ce n'était pas vraiment des changements majeurs en termes de gouvernance, mais le ministère, lui, n'a pas changé sa trajectoire malgré des velléités de décentralisation. Et dans la gouvernance de ce système-là, c'est l'Association québécoise des établissements, mieux connue comme AQES, qui est devenue un peu là, une partie représentative, si on veut, de toutes les catégories d'établissements auprès du ministère dans le fonctionnement du système. La réforme de 2015, elle est venue à 180 degrés s'opposer complètement à tout ça et est venue imposer ce que moi j'appelle une gouvernance hyper centralisée de type centralocratique, dans le sens de central, puis cratique dans le sens de pouvoir, donc sous le pouvoir central. On a aboli tous les conseils, on a renvoyé chez eux les 2500 administrateurs qui restaient. Et dans le fond, la gouvernance du réseau repose aujourd'hui sur un comité de gestion du réseau qui a été créé, un CGR, je pense qu'on appelle, sous le contrôle ministériel. Tous les PDG des CIUS, des CIS et des autres établissements, sauf erreur, sont nommés par le gouvernement et non plus par les conseils. Les conseils ont des pouvoirs réels très limités. Et quand on balise les pratiques recommandées par la loi sur la gouvernance des organismes publics et des sociétés d'État sur le plan des mécanismes de fonctionnement, disons que l'esprit n'est pas facile à reconnaître dans tout ça. Dans les faits, le ministère est devenu un monopole de gestion d'un système de santé, selon moi, beaucoup plus qu'un ministère. Je pense que je vais m'arrêter ici parce que j'ai déjà pris trop de temps. Je pourrais utiliser cette diapo pour parler d'analyse comparative entre la gouvernance contemporaine en 2022, qu'est-ce qu'on met de l'avant, puis qu'est-ce qui ressort aujourd'hui. Alors, voilà, ça a été une évolution, dans le fond, qui a été surtout marquée par, je dirais, une décommunautarisation de la gouvernance et une centralisation vers le niveau supérieur. J'arrête ici et je vais prendre les questions. Merci, Michel. Si vous avez des... J'entends un petit écho. Si vous avez des questions, vous pouvez soit passer par le clavardage, écrire vos questions, je les lirai à Michel, ou vous avez aussi l'option de lever la main et vous pouvez parler directement. Oui, je vois Pierre-Paul Malenfant. Bonjour, M. Claire. Bonjour, les participants et participantes. Pierre-Paul Malenfant, je suis travailleur social et président de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux familiaux du Québec. J'ai été pendant 35 ans dans le réseau de la santé et des services sociaux. Donc, j'ai vu votre rapport, j'ai vu la réforme Couillard. Hein, et avec le temps, aujourd'hui, on arrive à l'évidence, ça fait que tout ce qui est communautaire, service de première ligne, a été délaissé. Je vois même dans certains territoires au Québec des points de service de CLSC où il reste encore l'affiche en avant du bâtiment, mais il n'y a plus de service à l'intérieur. Et quand on va sur le site Internet de l'établissement, ben, ces installations-là sont encore là, mais il n'y a plus de service d'offre. Avez-vous l'impression que la façon dont c'est organisé présentement, avec la réforme Barrette en 2015, avez-vous l'impression qu'on continue dans la culture de la réforme Barrette, ou bien si vous pensez qu'il va y avoir un revirement dans ce que le gouvernement projette pour refonder le réseau? À mon avis, on est à un point tournant. Moi, j'ai très hâte de voir qu'est-ce que le gouvernement de M. Legault et le ministre Dubé vont mettre de l'avant à cet égard-là. Dans mon esprit, il ne fait aucun doute. Il ne fait aucun doute que si nous voulons vraiment parler sérieusement de la première ligne comme étant le fondement du réseau, il faut que la première ligne puisse bénéficier d'un niveau de décentralisation, niveau de gouvernance qui soit vraiment communautaire. J'entends par là, moi,
je vais vous donner un exemple. Ça me contrarie quand j'entends le ministre dire « Moi, j'ai aucune information de ce qui se passe dans les GMF. Que les CIS, les CIUS disent « On n'a pas le contrôle dessus » et que j'entends les médecins qui, à raison, disent « Ben, j'ai beau me dévouer, personne ne le sait. » Alors, moi, je me dis, là, les règles de gouvernance qui sont basées sur de la transparence dans les résultats, la mesure, la communication, la reddition de comptes à une population donnée via un conseil d'administration, ça permet tout ça. Donc, moi, si vous me demandez mon avis, certainement qu'il faut reconstituer à l'échelle locale des conseils d'administration ou de surveillance, on les appellera comme on voudra, qui auraient des pouvoirs réels et qui mobiliseraient à la fois les ressources, mais qui valoriseraient le travail qu'elles font, ces ressources-là, aux yeux d'une population locale. Merci. Monsieur Lorrain, vous pouvez prendre la parole. Oui, merci. Alors, je suis Jean-Claude Lorrain. J'ai travaillé 25 ans dans le réseau de la santé comme responsable de formation, développement organisationnel, consultant, maintenant en coaching. Est-ce que vous croyez que ce serait une bonne chose de revenir aux agences de la santé, étant donné que l'hypercentralisation a conduit à certaines aberrations comme celle que vous mentionniez avec les CLSC? La tentation intellectuelle de recréer des régies régionales, elle est en moi. Mais je pense qu'il faut minimiser les transformations purement, je vais dire, là, administratives. Mais il est certain que de nombreux moyens devraient être déployés pour remobiliser les ressources humaines de façon à ce qu'on trouve plus de satisfaction à travailler dans le secteur de la santé et des services sociaux. Moi, je pense que l'hypercentralisation a eu principalement comme conséquence de détruire les cultures organisationnelles, de détruire la fierté d'appartenir à un établissement local qui dessert une population locale. Les CHSLD, les CLSC, les services de première ligne de GMF ou des travailleurs sociaux, ce sont des services de proximité. Alors, moi, et quand je vois le gouvernement qui, bon, il fallait probablement le faire, mais qui a essayé de régler les problèmes de ressources humaines avec de l'argent, moi, je ne pense pas que l'argent va être suffisant. Ma conjointe dit souvent, elle travaille en ressources humaines et en management, elle me dit souvent, me rappelle souvent, Michel, avec de l'argent, on achète des heures de travail. Avec une bonne culture organisationnelle, on attache les cœurs au travail. Alors là, de penser qu'on va juste avec de l'argent régler les problèmes, moi, je ne le crois pas. Et la gouvernance est un des éléments clés pour recréer des milieux de travail qui soient agréables, où les gens sont motivés, fiers d'y appartenir, de contribuer au bien-être et à l'avancement de leur communauté. Si. J'ai une question en clavardage de Suzanne Usher qui demande si vous aviez identifié 3 facteurs qui ont permis ou encouragé cette centralisation, quels seraient-ils? Les facteurs qui ont encouragé la centralisation, écoutez, je pense que malheureusement, notre rapport n'a pas reçu un porteur politique fort, déterminé à apporter des changements en 2002, 2003, là, ou jusqu'en 2004, dans les premières années. Donc, le pouvoir attire le pouvoir. Le ministère de la Santé avait des tendances centralisatrices déjà à l'époque. Alors, les événements, je n'ai pas besoin d'insister sur qui ou comment a pu contribuer à ça, mais pour moi, finalement, il n'y a pas eu un porteur au bon moment
Et pourquoi est-ce que les recommandations reviennent à la surface aujourd'hui? C'est que, sans prétention pour mes collègues et moi, c'est que nos recommandations étaient pertinentes, mais qu'elles n'ont pas eu de porteur. Donc, c'est pourquoi est-ce qu'il y a eu cette centralisation-là? C'est l'illusion, pour moi, bureaucratique, centralisatrice, qu'en haut, on va savoir qu'est-ce qui est bien pour la population. Moi, je me garde un souvenir, là, une image de Wendy Thompson qui m'avait expliqué que quand elle a contribué en Angleterre à la réforme avec Tony Blair, de dire, regardez, M. Blair, une pyramide. Aujourd'hui, tout le pouvoir est en haut. La réforme, c'est de ramener le pouvoir vers le bas. C'est ce qu'on préconisait de diverses façons, mais que ça ne s'est pas réalisé pour différentes raisons. Mes collègues voudront peut-être compléter avec leur propre avis. Pourquoi ça a été comme ça? J'ai Geneviève Roberge qui réagit à cela et elle nous dit « Ne croyez-vous pas que les médias aient probablement un rôle très grand à jouer dans cette centralisation ?» Les médias, oui, parce que les médias, ils vont toujours couvrir plus les têtes d'affiche des grandes organisations syndicales, patronales, ministérielles que que le bon travail effectué au niveau d'un conseil d'administration, d'un CLSC, pour dire quelque chose. Alors, c'est sûr que ça crée dans l'opinion publique une conviction que tout passe par en haut et d'une certaine manière que ça mine la confiance des citoyens en eux-mêmes dans leur propre capacité d'administrer, de gérer localement des instances. Alors, et ça, c'est sûr. Puis les médias ont beaucoup contribué, par exemple, aussi à présenter comme étant des ennemis les entreprises privées et le secteur public qui œuvrent dans le domaine de la santé. C'est aberrant qu'on vive avec cette illusion-là, comme si le fait de vouloir avoir un système de santé qui fonctionne bien, qui est universellement accessible, qui est le moins coûteux, le plus efficace, le plus convivial, c'était l'apanage seulement d'une livraison publique. Alors qu'on devrait plutôt, la vraie question, c'est le financement collectif. C'est pas d'avoir un modèle unique de livraison. Ça, c'est largement, moi je dirais, dans la médiatisation, je ne sais trop comment, mais qui a apporté cela. Je pense que mon temps est pas mal écouté et épuisé. Je sais que mes collègues ont des choses très intéressantes, alors je ne me sens pas bien là. C'est exactement le point que j'allais dire, mais je vois qu'on reçoit plusieurs questions. Je vais garder ces questions pour peut-être la dernière partie, on pourra en revenir. Mais je vais peut-être inviter Howard Bergman à commencer sa présentation. Alors, bonjour. Je vais trouver l'écran à partager. Vous le voyez, oui? Oui, on le voit. Alors, bonjour tout le monde. On aurait beaucoup aimé vous voir en personne et discuter face à face, mais on va s'en faire pour le moment avec cette façon de se parler. Je vais parler des GMF. Je vous demandais de lire les diapos parce que moi, je n'ai pas l'intention de lire chaque ligne et je m'excuse d'avance, certaines diapos sont en anglais. Donc, d'abord une petite dédication à des médecins de famille qui m'ont inspiré, qui continuent à m'inspirer. C'est des personnes qui, je pense, jouent un rôle exemplaire, qui ont joué dans certains cas, dans un cas qui joue un rôle exemplaire de médecine de famille, qui m'ont inspiré à plusieurs niveaux. Michel a dit, on a dit quelque chose à la commission qui avait l'air un peu simpliste. La première ligne, le fondement d'un système de santé durable. En 2000, c'était une déclaration extrêmement importante. Et bon, j'indique ici que
il y a de l'évidence que, effectivement, des systèmes de santé avec des premières lignes qui sont forts, sont plus efficaces, coûtent moins cher, etc. L'importance de la continuité des soins est extrêmement importante, puis on y revient. Ça, c'est une étude de 2010 d'André Tourigny, parce qu'il y a plusieurs parmi vous qui ne connaissaient pas l'avant 2000, où les médecins travaillaient tout seuls en bureau, qui partageaient des fois l'espace, l'administration, et maintenant avec les GMF, les médecins qui partagent une pratique, qui est devenue interdisciplinaire, qui partagent une gestion aussi. Le médecin avant, et je me rappelle de cette époque-là, qui faisait la gestion de maladies chroniques tout seul, maintenant avec les infirmières et d'autres professionnels de la santé qui prennent des responsabilités plus importantes, plus de coordination avec les CLSC ou les soins à domicile, la notion de continuité maintenant avec la notion d'inscription, d'accessibilité, même si l'accessibilité, on reviendra là-dessus, est un problème, et le fait que les GMF sont ouverts en principe 7 jours par semaine et en soirée aussi. Et finalement, la notion de dossier médical électronique, des processus interdisciplinaires de prise en charge de maladies, de liens avec le milieu technique et spécialisé. Donc, c'était un changement, je dirais, radical, qui, je souligne ici 3 éléments. Il y en a plusieurs d'autres, mais je souligne 3 éléments qui, pour moi, sont essentiels. La notion de continuité de soins, la notion de soins complets, c'est-à-dire qu'on a souvent parlé de médecine de famille comme un gatekeeper. Moi, je trouve que c'est une fausse image de quelqu'un qui ouvre, il ferme une porte, qui dit à quelqu'un où aller. En fait, la notion de soins complets, c'est, par exemple, 80% par exemple, de patients avec diabète peuvent être soignés, sont soignés par des médecins de famille et par la première ligne sans voir un spécialiste, sauf peut-être l'ophtalmologue pour les vérifications de la rétine. Et la notion d'interdisciplinarité, c'est très intéressant. Je me rappelais cette semaine du fait que quand on a introduit cette notion-là, il y avait beaucoup de résistance des médecins en disant, bon, ils vont prendre notre place, ils vont prendre notre marché, etc., etc. Et maintenant, les médecins en première ligne souhaitent et veulent avoir plus d'autres professionnels dans les GMF. Donc, 3 éléments essentiels. L'évolution, ce que j'appelle de GMF 1.0 vers GMF 2.0. Bon, c'est devenu une priorité gouvernementale et une priorité universitaire aussi. Je me rappelle en 2000, personne ne parlait de j'ai pas de médecin de famille ou je ne peux pas rejoindre mon médecin de famille. Tout le monde parlait de spécialité. Et donc, ça, c'est un changement important et avec un investissement de plus en plus important. 70% des médecins de famille travaillent dans les GMF, couvrent à peu près 80% de la population qui ont une médecine de famille. Il y a maintenant des GMF universitaires, 55% des postes en résidence sont en médecine de famille. Et comme je disais, c'était un changement de paradigme très important de l'approche de les relations avec le patient et les relations avec la gestion de maladies chroniques, ce qui nous a permis, par exemple, d'avoir un plan Alzheimer au Québec qui est ancré en première ligne, parce que maintenant, la capacité de la première ligne avec des infirmières, premières praticiennes, travailleurs sociaux, pharmaciens, etc., ça permet cette prise en charge de maladies chroniques de plus en plus complexes. La notion d'amélioration de la qualité des dossiers médicaux électroniques qui sont maintenant implantés. Et on peut dire maintenant que la population et le gouvernement, mais la population reconnaît la première ligne comme le fondement du système de santé et la population veut avoir un médecin de famille, veut être suivie par un médecin de famille. Si j'ai le temps, je raconterai une anecdote plus tard, mais le problème, c'est l'accès et le problème d'accès crée beaucoup d'insatisfaction.
Malheureusement, on a tendance à avoir des réponses simples ou simplistes à un problème complexe. Et malheureusement, 2014 et 2022, même approche, j'ai peur qu'on va avoir le même échec. On a eu un symposium auquel Michel et Léonard ont participé de mon département de médecine de famille en 2016 sur la politique de santé première ligne. Et de regarder ces conclusions sur l'approche du ministère qui est ressortie de cette symposium-là. Et ceux qui suivent le baseball vont se rappeler de Yogi Berra qui a dit « déjà vu, all over again ». Donc, comme en 2014-2015, aujourd'hui, on remplace la discussion publique avec respect, avec les dénégations et des menaces, malheureusement. Et je viens de sortir d'une cour avec des étudiants en première année, en troisième année, à l'Université de Montréal, et je rentre après ça dans une cour avec des étudiants en première année de McGill, et tout le monde sent cette dénigration et dit « Pourquoi j'irai en médecine de famille ?» Une approche top-down, Michel vient de le dire, et souvent, on finit par décider des politiques de santé basées sur des négociations entre le ministère puis le syndicat, le FMOQ. Trop d'importance donnée à l'acte et à des incitatifs, Michel vient de dire, pour améliorer la productivité. Michel a parlé de la centralisation excessive. Je dirais aussi, ça vient avec la centralisation excessive, la microgestion. La microgestion au plus petit détail, dans le plus petit milieu, et très peu de références finalement dans toutes ces discussions-là de l'amélioration de la qualité ou de le développement du modèle clinique. J'ai eu un certain nombre de mentors dans ma vie. Un était, comme vous le reconnaissez, en allant vers le GMF 3.0, un était Wayne Gretzky qui a dit « Je patine là où sera la rondelle ». Moi, quand j'ai joué au hockey, je patinais plutôt là où était la rondelle et le temps que j'arrivais là, la rondelle n'était plus là. Alors, c'est pour ça que je suis allé en médecine. Et donc cette notion d'anticipation, et c'est ça que je veux qu'on regarde un peu vers l'avenir, quels sont les éléments essentiels pour aller vers un GMF 3.0? Évidemment, je peux juste vous montrer assez rapidement ces questions-là. Vous pouvez le lire. Toute la question de l'organisation, juste pour montrer que c'est un problème complexe qu'il faut saisir. D'abord, il y a la question de l'organisation de la pratique médicale. On a parlé beaucoup avec des étudiants en médecine, la valorisation et l'utilisation optimale de l'ensemble des cliniciens, de l'ensemble des professionnels de GMF, à partir du point d'entrée jusqu'au suivi, l'utilisation de la technologie à tous les niveaux et cette question-là de continuité de la relation médecin-clinicien avec le patient qui est ancrée dans la continuité et ancrée aussi dans la décision partagée. Une question qui me préoccupe beaucoup, c'est l'équilibre entre la productivité et la qualité. Et parfois, on dit, juste qu'on voit plus de patients, là, il va y avoir un problème de qualité, un problème de continuité aussi. On ne peut pas regarder seulement la productivité. L'organisation de pratique, l'accès aux données, par exemple, le médecin en GMF n'a pas accès au dossier du patient à l'hôpital et vice-versa. Il n'y a pas de lien avec les soins à domicile, etc. Et tout l'accès est lié avec les services communautaires qui est très compliqué. Michel a mentionné beaucoup d'éléments de gouverne et interprétabilité qu'on n'a pas beaucoup étudié dans les GMF. Une question, cette question-là de GMF intra-établissement et hors établissement, la notion de GMF privé, même s'il n'y a pas vraiment de GMF privé, versus public, versus quoi? C'est quoi les meilleures façons d'organiser le gouverne dans les GMF? Comment est-ce qu'on peut développer l'engagement de la population, de la communauté dans la gouverne
Et une question qui est chère à Michel, la notion d'imputabilité. À l'heure actuelle, c'est quoi l'imputabilité? Il y en a très peu de GMF vers la population, vers leurs patients, vers leur population, basés sur des indicateurs de qualité et de gestion. Troisièmement, la question de ressources, la formation, le nombre de médecins de famille. C'est toujours le débat entre le ministère et l'FMOQ. Le ministère dit on a assez, le FMOQ dit non. Je pense que le COVID a montré qu'on n'a pas assez. On n'a pas assez, mais il faudra avoir une réflexion là-dessus. Je viens de lire ce matin que l'Ontario augmente de façon très importante l'entrée en médecine des étudiants en médecine. Le système de PREM, l'équité régionale de répartition des médecins est très important, mais le système PREM est un os dans la gorge depuis plusieurs années et on continue à l'utiliser comme si ça fonctionnait bien. La rivalisation, toute la question, le nombre d'autres professionnels dans les GMF. Et je dirais ici, c'est quelque chose qu'on a oublié. Je parlais à un médecin de famille, justement, une des médecins qui m'inspirait, Dr. Autier, qui me disait, dans son GMF, il y a à peu près une secrétaire pour, je ne sais pas, 10 ou 15 médecins, quelque chose comme ça. Et j'ai vu aussi un article ce matin qui parlait de quelque chose comme 3 demi-journées par semaine que les médecins doivent utiliser pour la paperasse. Et si on pouvait être plus efficace là-dessus, c'est comme si on ajoutait 1000 médecins de famille. La notion de rémunération, on avait proposé une mode de rémunération hybride. Ça revient timidement sur le plancher. Des mesures incitatives financières et professionnelles. Et je disais, les incitatifs professionnels sont plus importants que les mesures financières. Maintenant, je pense qu'il n'y a pas de solution. There's no quick fix. Il n'y a pas de solution rapide. Il faut prendre le temps de s'arrêter, d'effectuer des changements qui s'imposent et qui vont être durables. Et donc, j'ai proposé cette notion d'un comité de travail resté indépendant, une sorte de mini-commission claire sur les GMF, qui travaille de façon transparente, qui mène des discussions ouvertes avec l'ensemble de ceux qui sont concernés. Et il faut aller vers une stratégie de changement durable, c'est-à-dire qu'on a le ministère qui est exemplaire dans l'implantation du plan Alzheimer, exemplaire. Et je pense qu'on peut prendre leçon de ça pour développer, face à l'implantation, une gouverne basée sur la collaboration, s'appuyer sur des solutions émergentes et les meilleures pratiques. Regardons où ça va bien dans les GMF et apprendre de ces expériences-là. Regardons où ça ne va pas bien, puis apprendre aussi de ces expériences-là. Adopter une approche étape par étape et engager, mobiliser, accompagner les cliniciens et les gestionnaires des GMF dans un processus d'amélioration de la qualité. On a vu que c'est possible d'engager et mobiliser les gens et finalement viser la diversité dans l'implantation, éviter l'approche prescriptive, taille unique, one size fits all, et suscitons l'innovation et l'entrepreneurship dans ces développements-là. Moi, je pense que c'est possible. Je vois, par exemple, parmi vous qui lèvent aux yeux du ciel encore un autre comité, mais je pense qu'il est important d'accorder des temps nécessaires à ces changements-là. COVID nous a montré que, d'une part, l'importance sociétale du système de santé et le développement, la capacité de mobilisation, d'innovation au sein du système de santé, en même temps, les attentes de la population. Alors, merci beaucoup et j'ai bien hâte à notre discussion. Merci Awa pour votre présentation. J'ai déjà quelques questions et quelques commentaires également. Le premier, peut-être celui de Jérôme Ouellet qui nous dit les GMF sont encore très orientés vers la formation des médecins et laissent peu de place à la formation pratique d'autres professionnels, dont les infirmières praticiennes.
Oui, bonne question. Vous parlez de la formation. Je dirais que, puis je ne peux pas mesurer, mais je dirais que depuis 20 ans, et depuis qu'on a commencé implanter les GMF, depuis le pré-GMF, c'est jour et nuit. Et je dirais que cette notion-là d'approche interdisciplinaire, et les médecins sont de plus en plus ouverts, et même ils le demandent que d'autres professionnels de santé puissent être le point d'entrée dans le GMF. Je connais beaucoup d'exemples où, une fois un diagnostic fait, par exemple, de diabète, c'est surtout l'infirmière avec un nutritionniste qui va faire le suivi de patients. Alors, moi, je vois plutôt de progrès, c'est inégal, mais je vois plutôt le progrès qui se développe. En même temps, oui, il faut développer la formation et les GMF universitaires, avant qu'on appelait l'unité de médecine de famille universitaire, les GMF universitaires sont des milieux très favorables à cette formation interdisciplinaire à la fois des médecins et des autres professionnels. Nous avons une question de Ildiko Foldes. Ne croyez-vous pas que nous avons oublié le patient dans tout ça? On parle des rémunérations de gestion des patients versus GMF, mais finalement, le temps entre la demande pour un médecin de famille est 18-24 mois. Oui, alors, complètement inacceptable. Complètement inacceptable. Complètement inacceptable si j'appelle mon médecin de famille puis on me dit le premier rendez-vous c'est en 6 mois. Complètement inacceptable. La solution est plutôt complexe et c'est pour ça que je l'ai mis de l'avant un certain nombre de chantiers, un certain nombre de questions qu'il faut clarifier et pour améliorer l'accessibilité. Et d'ailleurs, c'est intéressant, ce n'est pas juste au Québec, c'est à travers le Canada et dans plusieurs autres pays. Mes collègues en France ont dit il n'y a pas de problème d'accessibilité en France, mais un problème de qualité. Donc, toute cette question de productivité, accessibilité, qualité, mais on peut le résoudre, mais il faut prendre le temps de comprendre la source du problème qui est multifactorielle et d'agir sur l'ensemble de ces facteurs-là. J'ai une question de François Bastien. Un éléphant dans la pièce, le système de rémunération des médecins versus les autres professionnels de la santé. Quand oserons-nous revoir ce manque d'équité? Bonne question. Heureusement pour vous, je ne suis pas ministre de la Santé, mais cette question-là, c'est quoi le meilleur mode de rémunération des médecins? N'est pas une question facile. Puis c'est pour ça qu'on a proposé à la Commission Claire, et moi je le crois encore à cette approche-là, la notion de hybride, c'est-à-dire une rémunération per capita suivant le nombre de patients et avec une certaine weighting pour les patients âgés, complexes, etc. Et à l'acte pour certaines actes qu'on veut assurer une productivité. Maintenant, en termes de montant de rémunération, il n'y a aucun doute qu'il y a un problème là, mais je pense que c'est surtout la question de mode de rémunération. Moi, j'ai aussi la conviction, c'est qu'on va gagner l'engagement des médecins, pas en envoyant plus d'argent et pas en continuant la négociation derrière porte close avec les FMOQ. On va les gagner, un peu comme Michel a dit, en créant des meilleures conditions de pratique, que j'entends des médecins qui doivent passer 3 heures à la fin de la journée dans leur fin de semaine avec la paperasse et qui devient de plus en plus dégoûté par ça, c'est pas normal. Donc, je pense que c'est là qu'il faut agir. J'ai Hassan Alami qui demande, vous avez abordé l'enjeu des PREM.
avec la santé aujourd'hui, si on imagine que ça s'intégrera un jour, comment on pourrait revoir, redéfinir ou aborder cet enjeu? D'abord, il faut l'aborder. Ça n'a jamais été fait, ça n'a jamais fait l'objet d'une discussion, peut-être derrière porte close avec la FMOQ, mais ça n'a jamais fait vraiment une discussion et fait partie d'une discussion puis d'un examen approfondi. Il faut avoir des mécanismes pour assurer l'équité à travers l'ensemble de nos régions. Le PREM, ça a servi à ça, sauf ça a créé des inéquités, par exemple, dans d'autres régions. Il y a des arrondissements de Montréal qui sont en manque de médecine de famille, en manque sérieux de médecine de famille, comparé, par exemple, à certaines régions ailleurs. Donc, il y a un problème lié au nombre total des médecins et il y a un problème lié de comment on les répartit et le mécanisme de cette répartition où les étudiants en médecine vraiment sentent comme ils n'ont aucun contrôle sur le processus. Désolée, le temps, il passe encore plus vite. On va passer peut-être à la dernière partie et toujours, j'ai bien gardé vos questions en note et nous pourrons aborder ça à la dernière partie. Léonore Aucoin, je vous invite à prendre la parole. Vous êtes unmute. Alors, bonjour tout le monde. Je n'ai pas de présentation à l'écran, donc je vais y aller assez rondement. J'ai intitulé ma présentation de ce midi « Les ressources humaines, pourquoi un tel fiasco ?» Déjà, ça vous indique que je porte un jugement sévère sur la façon dont on gère aujourd'hui les personnes, pas les RH, les personnes qui travaillent dans le réseau de la santé et des services sociaux. Pour moi, c'est un échec qui a été exacerbé évidemment par la pandémie. Et 20 ans plus tard, je me pose la question, la commission Claire a-t-elle eu un impact positif sur l'organisation du travail de ces personnes-là? J'ai relu attentivement les constats et les recommandations du chapitre 3 de notre rapport qui portait sur les ressources humaines et je vous avoue que j'ai eu un choc. Je lisais les constats du 18 décembre 2000 et j'avais l'impression qu'ils avaient été écrits le 18 décembre 2020. Voici quelques bouts de phrases des constats du 18 décembre 2000. Les dernières années ont été éprouvantes. Surcharge de travail, instabilité des équipes, rigidité de toutes sortes, sentiment général d'insatisfaction, d'épuisement et de morosité, détresse psychologique en tête des causes d'absentéisme, coût de l'assurance maladie en forte progression, ambiance de travail détériorée, les employés n'ont pas une image positive de leur travail, les médecins ne paraissent pas plus heureux, problèmes de recrutement et de rétention, pénurie de main-d'œuvre à forte croissance, dirigeants d'établissements pratiquement dépossédés des pouvoirs de gestion, normes et directives qui dictent quoi faire et comment le faire, conventions collectives négociées au niveau national encadrant l'action dans les moindres détails, et deux phrases qui auraient dû faire réfléchir tout le monde. Notre système de santé, dont la force repose essentiellement sur les compétences et le dévouement des personnes qui y travaillent, n'a jamais réussi à vraiment reconnaître l'importance stratégique de ces ressources humaines. Et la deuxième phrase, les gestionnaires se retrouvent sans marge de manœuvre dans un domaine où la plus grande souplesse serait requise, alors que les travailleurs, eux-mêmes dépouillés des responsabilités en matière d'organisation locale du travail, en viennent à perdre le sens de leur contribution, le sens de leur travail. Ce que je viens de vous lire, c'était des constats d'il y a 20 ans. Et on avait intitulé ça « Un diagnostic grave ». 20 ans plus tard, pensez-vous que ça s'est amélioré? Quant à moi, en 2022, je reposerai le même diagnostic, mais en plus grave, en ajoutant qu'on fait face aujourd'hui à une maladie chronique de nature systémique dont les facteurs de risque se sont aggravés avec les années. Et la pandémie n'a fait qu'exacerber le problème chronique. Et pour prendre une expression que j'emprunte à mon ami gériatre Howard, l'agression supplémentaire de la pandémie
n'a fait que précipiter le malade dans une spirale de décompensation en cascade. Donc, pourtant, il y a 20 ans, on avait fait 8 recommandations et 13 propositions. Je les ai toutes relues et aujourd'hui, je dois reconnaître que nos 8 recommandations n'ont pas été prises en charge par les parties prenantes à qui elles s'adressaient. Pourquoi cet échec? Est-ce que la commission, est-ce qu'on aurait pu faire, est-ce qu'on aurait dû faire mieux? Évidemment, c'est toujours facile de critiquer 20 ans après. Mais il me semble qu'on aurait eu avantage à poser probablement un diagnostic un peu plus punché du côté des ressources humaines. En relisant les textes, le texte des constats, je réalise qu'on a assez bien décrit les symptômes dans le document, mais quand on y parle de centralisation des négociations entre l'État et les syndicats, de culture d'affrontement, de compartimentalisation du travail, c'est clair qu'on se réfère implicitement dans le texte de la Commission aux grands syndicats d'employés et de professionnels non médicaux, sans les nommer. Mais aujourd'hui, je constate qu'on a occulté tout le secteur des relations entre l'État et les médecins et le rôle central des 2 grands syndicats de médecins que sont la FMOQ et la FMSQ. C'est comme si dans notre esprit, en 2000, les médecins ne faisaient pas vraiment partie des ressources humaines du réseau. Pourtant, ils sont partout dans notre réseau. Et puis, on retrouve au sein de la FMOQ et de la FMSQ tous les travers et plus qu'on imputait dans notre rapport au gouvernement et aux grands syndicats d'employés. Centralisation des négociations, approche adversariale, compartimentalisation du travail, réduit en très grande partie à des actes, Howard en parlait tantôt, dépossession des pouvoirs de gestion. L'organisation du travail des médecins et leur interaction avec les autres services et les autres professionnels sont définis de façon très détaillée dans leurs conventions collectives. Et si les conventions collectives des grands syndicats d'employés comptent généralement entre 250 et 400 pages chacune, la convention collective des médecins, qu'on appelle manuels et guides de facturation, comprend 1937 pages pour la FMOQ et 2179 pages pour la FMSQ, fait 4116 pages pour les médecins. De quoi y perdre son latin, comme on disait. Ces conventions collectives, comme les autres, se négocient de façon très centralisée, de façon plutôt secrète, Howard soulignait, et les gestionnaires du réseau n'y sont pas impliqués, alors qu'elles ont un impact considérable sur l'organisation des services de santé dans les établissements et dans la communauté. Et humblement, je plaide coupable pour cet oubli. Il me semble qu'on aurait dû être un peu plus clairvoyant là-dessus. Donc, si c'était à refaire, j'insisterais pour qu'on fasse, à partir des symptômes qu'on a décrits, une analyse étiologique un peu plus poussée, en essayant de dégager à partir d'une espèce d'arbre de causes, est-ce qu'on serait capable d'identifier une cause, une ou des causes principales? Et si on ajoute la dynamique de négociation syndicale centralisée des médecins qu'on a oublié, il me semble qu'on aurait pu mettre le focus sur ce qui m'apparaît encore aujourd'hui être la cause première systémique qu'on vit sur le plan des ressources humaines dans notre réseau, qui est, on fait face à une vision et à un mode de négociation rigide, centralisé au sommet, entre l'État payeur, personnifié par le Conseil du Trésor, et les grandes centrales syndicales censées représenter tous les employés et tous les médecins, où on ne négocie pas seulement les conditions de travail, mais où on négocie de plus en plus l'organisation et la gestion des services à la population. De façon plus ou moins secrète, et ça se passe surtout entre avocats, et où ceux qui ont, du moins en théorie, le mandat d'organiser et de gérer les services locaux à leur population, les directions générales et les autres gestionnaires, sont à peu près complètement absents de la négociation et de cette façon complètement déresponsabilisés. Pour moi, c'est vraiment la cause première systémique de ce qu'on vit encore aujourd'hui dans le domaine des relations de travail, des ressources humaines, mais qui sont plus un domaine de relations de travail, mais qui détermine l'organisation des services. Maintenant, qu'en est-il de recommandations? Je l'ai dit tantôt, les 8 recommandations n'ont pas vraiment été prises en charge.
Je vais vous lire les deux premières. Je m'excuse auprès de mes collègues de la commission, mais je vous avoue que 20 ans plus tard, je ne suis pas très fier de ces deux premières recommandations-là. Je les trouve assez vagues, très vagues même, et pas incitatives à l'action. Les autres sont un peu plus concrètes, mais comme elles dépendaient en grande partie des deux premières, elles n'ont vraiment pas pu prendre leur vote. Donc, voici la première recommandation. Nous recommandons que les principaux acteurs du secteur de la santé et des services sociaux, notamment le Conseil du Trésor, le ministère, les syndicats, les associations, les ordres professionnels, ainsi que les établissements et leurs associations, reconnaissent l'urgence d'agir pour contrer l'état de morosité et de démobilisation du personnel du réseau. Deuxième recommandation, que le Conseil du Trésor, le ministère et les régies régionales reconnaissent pleinement le rôle stratégique des directeurs généraux dans la gestion de leur établissement, de même que dans l'atteinte des objectifs nationaux et régionaux en matière d'organisation des services, de mobilisation du personnel et de performance financière. Pour la première recommandation, ce qui était adressé dans le fond à tout le monde, je pense que ça a été perçu comme un vœu pieux où tout le monde pouvait dire oui, c'est très bien, sans avoir à prendre d'engagement. Si c'était à refaire aujourd'hui, je proposerais d'adresser une première recommandation uniquement au gouvernement et aux centrales syndicales, y inclut la FMOQ et la FMSQ. Je passerai à peu près ce message. Étant donné l'importance du pouvoir que la société vous accorde, avant d'entreprendre une prochaine ronde de négociation, nous vous recommandons d'exercer collectivement la responsabilité sociale et politique que la population vous a confiée et de vous asseoir publiquement avec d'autres parties prenantes de la société afin de définir les valeurs et les principes directeurs qui deviendra le cadre de référence à toute négociation entre l'État et les syndicats dans le domaine de la santé et des services sociaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cadre de référence, il n'y a pas de principe directeur à la base de la négociation. C'est une confrontation d'intérêts au plus fort la poche. Quant à la deuxième recommandation, évidemment, c'est l'inverse qui s'est produit. Et le point d'orgue en a été la réforme Barrette, où le DG est devenu PDG et l'équivalent un peu de sous-ministre régional, embauché par et imputable au ministre, évidemment loin du personnel et des services, travaillant plus en fonction du haut pour le ministère qu'en fonction du bas pour son organisation. Je caricature, mais à peine. Et malheureusement, cette réforme a continué à vider le réseau de la conception noble de la fonction de gestion, qui est le travail de collaboration entre des gestionnaires, des employés, des médecins, afin de mettre en place les conditions pour que, sur le terrain, pour la population, qu'on offre des bons services. On a comme perdu de vue cette finalité-là dans un système extrêmement centralisé et technocratisé. Qu'est-ce qu'on devrait faire à partir de maintenant? Pour moi, il y a des enjeux de système que si on ne s'y attaque pas socialement et politiquement, ça va rendre très difficile les changements nécessaires dans les établissements pour avoir une organisation de travail moderne, flexible et adaptée à l'évolution de notre environnement. Bon, il y a deux pistes de solutions sur lesquelles, à mon avis, on devrait mettre l'accent. Il faut absolument innover dans l'approche générale des liens entre l'État et les syndicats. Est-ce qu'on pourrait entrevoir des façons où l'État et les grands syndicats pourraient régulièrement discuter de façon collaborative avec d'autres parties prenantes des grands enjeux du système de santé, où chacun apporterait des pistes de solutions à partager avec les autres? Ou ce que c'est que tu auras l'intérêt supérieur de la population, tu auras après ça de la place pour la négociation, mais est-ce qu'on pourrait avoir une espèce de forum régulier où ce que c'est qu'il y a des enjeux quand même se discutent? Est-ce qu'on peut innover pour essayer de retrouver le plaisir de travailler ensemble sur le terrain pour notre monde? Et la deuxième, si tout le monde en a parlé, c'est la décentralisation des opérations. On n'a pas le choix. On ne peut pas continuer comme c'est parti s'il n'y a pas de décentralisation. Tu sais, on oublie que les services de santé, les services sociaux, à la base, on l'a dit, c'est la première ligne, c'est local. Et c'est là qu'il faut mettre l'accent, c'est là qu'il faut aussi ramener, évidemment, une partie de la gouvernance. Par ailleurs, il faut aussi avouer qu'à la commission Claire, on n'a pas été chanceux.
Michel en a parlé un petit peu au début, là. On ne peut pas dire qu'on a eu un excellent sens du timing. Okay? Quand le rapport d'une commission d'enquête est prêt à être déposé, il est important d'essayer de prévoir sur quelle piste d'atterrissage il va atterrir et qui sera en charge de la tour de contrôle. Notre rapport, complété dans l'échéancier de 6 mois et sans dépassement budgétaire, je tiens à le dire parce que Michel, c'est pas arrivé souvent dans l'histoire des commissions. Okay? On était vraiment on time et on budget. Ça a été déposé le 18 décembre 2000 à la ministre qui l'avait commandé, Mme Pauline Marois. Je vais être un petit peu plus précis, Michel. Okay? Le rapport a été rendu public un mois plus tard, le 17 janvier 2001. Mais le premier ministre, Lucien Bouchard, avait déjà laissé savoir qu'il démissionnerait le 8 mars. En janvier, il était évident que Pauline Marois était intéressée à succéder à M. Bouchard. Et ça peut se comprendre. L'attention de Mme Marois n'était pas très concentrée sur le rapport de la commission Claire. Mais Mme Marois s'est fait coiffer au poteau par Bernard Landry, qui est devenu premier ministre le 8 mars. Le même jour, M. Landry nomme Pauline Marois ministre des Finances et vice-première ministre et nomme M. Rémy Trudel comme ministre de la Santé et des Services sociaux. Probablement parce qu'ils avaient d'autres priorités à son arrivée, et ça aussi, ça peut se comprendre. La première rencontre avec le ministre Trudel pour parler du rapport de la commission a eu lieu, si je ne me trompe pas, 3 mois plus tard, en juin. Et le premier ministre, mais en janvier 2002, au Québec, à ce moment-là, il y avait quand même un ralentissement économique important. Le premier ministre Landry ferait un remaniement ministériel et nomme François Legault à la santé et aux services sociaux, mais on lui confia une priorité, c'était essayer de mettre de l'ordre dans le budget, évidemment, du réseau de la santé et des services sociaux. Au courant de l'hiver 2002-2003, le premier ministre Landry songe à déclencher des élections. Les sondages semblent le favoriser. Le 12 mars 2003, déclenchement des élections. Le 14 avril, changement de gouvernement. Le Parti libéral prend le pouvoir. En résumé, on s'est retrouvé avec une piste d'atterrissage pas prête. Et en 27 mois, 3 ministres responsables de la tour de contrôle, une qui avait commandé le paquet, mais était en train de passer à autre chose lorsqu'il est arrivé, et 2 qui recevaient un paquet qu'ils n'avaient pas commandé, qui ont fini par l'ouvrir, mais qui ont été vite happés par d'autres priorités. Malheureusement, j'en conclus que le chapitre 3 du rapport de la Commission sur les ressources humaines a été victime, je pense, d'une part, d'un diagnostic trop général et de recommandations, à mon avis, aujourd'hui, pas assez ciblées et fortes, et d'autre part, une piste d'atterrissage où le paquet est rapidement devenu un orphelin. Merci. Question. Oui. Je vois qu'il y a eu plusieurs commentaires sur le clavardage. Je vais peut-être commencer par une question que j'ai vue de Eva Villalba. Tout à fait d'accord avec les commentaires sur les CLSC. Les services de proximité sont pourtant si importants pour les patients et leurs familles. Et depuis la réforme Barrette, ils sont que des coquilles vides par rapport à leur potentiel et capacités de suivi communautaire. Comment pouvons-nous mettre profit ces structures sous-utilisées au bénéfice des citoyens? Moi, je pense qu'on n'aura pas le choix. Là. Je pense que Michel le revenait, puis Howard en a parlé, mais il faut revenir à la base du système de santé. Il faut revenir à l'organisation des services de première ligne et de mettre en collaboration l'ensemble des services qu'on a là. On est resté encore extrêmement en silo. On n'est plus en grand silo. Mais le fait qu'on a tout centralisé au ministère fait que tu as plus grande place, tu as plus grande marge de manœuvre localement pour être capable d'initier des changements, pour essayer d'innover. Regardez ce qui se passe sur le plan local, c'est très difficile parce qu'on a vidé le local, on a vidé la gestion au sens noble du terme. Donc, tu n'as plus personne qui a vraiment de pouvoir de gouverne et même de pouvoir de gestion pour dire « Hey, on se rassemble au niveau local, puis on brasse les affaires, puis on met ça dans le bon sens. » Et si je me permets, Léonard, non seulement on a centralisé, mais on a nivelé. Alors, dans mon expérience, par exemple, quand j'étais directeur de médecine de famille de McGill, on avait des GMF universitaires à Montréal, puis on avait une à Val-d'Or.
mais les règles pour le GMFU à Val-d'Or étaient exactement les mêmes règles que les GMFU à Montréal. Exactement les mêmes règles. Alors, non seulement, et là, la personne responsable au ministère des GMFU allait dans chacune des GMF, puis là, il comptait les tuiles au plafond pour voir si les bureaux étaient réglementaires en termes de surface, parce qu'ils devaient être toutes la même surface. Alors, imaginez-vous le ministère qui regarde le nombre de pieds carrés dans le bureau et qui dit tout le monde exactement la même chose, que ce soit aux Îles-de-la-Madeleine, Montréal, Sherbrooke, Québec, Rimouski. J'aimerais ajouter qu'au fond, là, à quoi avons-nous assisté? Il y avait, oui, un peu d'esprit de silo ou d'esprit de clocher, mais à l'époque, si je remets avant 2000, les lignes de communication, il y en avait énormément et l'énergie, elle circulait tant à l'horizontale qu'à la verticale. Aujourd'hui, il n'y a plus que des lignes verticales. Des lignes horizontales, il peut y en avoir des informelles, mais elles ne sont plus décisionnelles. Et chacun qui veut travailler, je dirais, en interrelation avec ses voisins, il faut qu'il repasse par la verticale. Alors, un univers qui ne fonctionne que par des lignes verticales, c'est sûr que ça ne peut apporter que deux choses. Un décrochage de la réalité complexe de la vie d'une communauté, dans un premier temps, puis dans un deuxième temps, une détérioration progressive de la satisfaction qu'on peut avoir au travail parce qu'on travaille dans une communauté. Et si on nous enlève du pouvoir, si on nous enlève de la reconnaissance, si on nous enlève de la capacité d'influencer l'évolution de notre milieu de travail, ben, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des pourcentages très élevés, par exemple, d'infirmières qui décrochent après 3 ans, puis de préposés aux bénéficiaires qui décrochent, etc. Alors, c'est pour ça qu'il faut recréer, selon moi, un niveau de gouvernance qui est à l'échelle locale pour redonner du plaisir à travailler ensemble au service d'une population. Luc Lepage, je vois que vous avez votre main levée. Peut-être que vous voulez réagir à ça? En fait, j'ai participé, j'étais là lors de la commission Claire, j'étais directeur général, j'ai eu à vivre la réorganisation que vous proposiez. Je tiens d'abord à vous féliciter les trois. Ce que vous avez mentionné est tout à fait vrai. On reconnaît votre passion et votre intérêt qui est toujours là. Bravo. Merci de partager ce temps pour nous. Maintenant, ce que je pense qui a été votre force à l'époque, c'est que même si effectivement le pouvoir politique n'a pas pris son rôle à cœur, moi je peux vous affirmer que dans les établissements, on l'a pris. Vous aviez fait une tournée formidable, vous aviez rencontré toutes les régions, on avait vu votre document et je pense que la gestion locale a quand même réussi un certain nombre de choses. Je pense qu'on peut être fiers, inspirés par vos recommandations comme telles. Donc, même si je comprends votre réaction après toutes ces années et quand on regarde le pouvoir politique et le rôle qu'ils ont joué, mais je pense que la commission Claire, son rapport, la tournée régionale qui a suivi, vous avez eu un impact certain et les gens se sont mobilisés autour de ça. Est-ce que ça a donné des résultats escomptés? Effectivement, le constat que vous avez fait, je le partage. On n'a pas avancé et c'est un drame au niveau des ressources humaines, j'en suis tout à fait conscient. Mais merci encore une fois et bravo pour cette présentation. Et je pense que ce qu'on a oublié, vous l'avez tout à fait mentionné, c'est devenu, on avait des silos, là on a des solitudes. C'est toutes des solitudes qui s'ignorent. Les fédérations médicales sont campées sur leur statu quo, les syndicats le sont, le ministre l'est pour toutes sortes de raisons, le ministère en est un autre enjeu. Alors c'est sûr que la personne qui va adresser toutes ces préoccupations-là, puis qui va réussir à faire travailler le monde ensemble autour de la vraie raison d'être, c'est-à-dire soigner des patients, parce qu'on est là pour ça, aider une population à se maintenir en santé, à prévenir la maladie, guérir. Dans le fond, il y avait 3 niveaux là, dans votre
petit triangle, là, hein, soigner, guérir, prévenir. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de travail encore à faire. Moi, je pense qu'on peut encore aider le ministre actuel et le gouvernement actuel à faire mieux parce que, visiblement, on est devant un point de non-retour. La pandémie nous l'a démontré. Mais merci encore. Une toute petite anecdote, en tout cas, comprenez le mot. Anecdote, Luc. Juste avant la pandémie, j'ai été rejoint par un groupe de médecine de famille que je ne connaissais pas, 2 médecins qui ont demandé à me rencontrer, puis je me demandais bien comment je pouvais les aider. Savez-vous la question qu'ils m'ont posée? Ils m'ont dit, « Monsieur Tlain, la responsabilité populationnelle et territoriale, nous, on aimerait ça, pouvoir structurer ça chez nous, parce qu'on a l'impression que les gens ne savent pas le travail qu'on fait. Pourquoi le gouvernement ou le ministère n'a-t-il pas structuré quelque chose qui nous mettrait en valeur dans notre région? Ça m'était allé droit au cœur parce que de dire, dans le fond, ce qu'il mettait de l'avant, c'était ce besoin ressenti de dire je veux être apprécié par ma communauté, puis il n'y a pas d'autre façon de le faire que de rendre compte. Alors, moi, je me dis, pour tous ceux et celles qui travaillent, là, que ce soit en CLSC, en CHSLD, en groupe de médecine de famille ou tout autre service, surtout au niveau de la première ligne, s'il vous plaît, de la gouvernance décentralisée, c'est plus qu'une façon de gérer, je dirais, d'opérer un système bureaucratique. C'est une façon de donner de la valeur dans la société au travail que les gens font pour le bien-être de leur collectivité. Puis en défaisant le premier niveau de gouvernance, bien, on a, je ne dis pas que c'est la seule solution, mais c'est sûr qu'on a détruit beaucoup. Je regarde le CHSLD, là, Georges Frédéric Hériot de Drummondville, où ma mère est décédée à 100 ans il y a 2 ans. Cet établissement-là était la fierté de la ville. Y travailler était quasiment un privilège parce que c'était un établissement de soins de longue durée qui rayonnait au Québec. Aujourd'hui, allons-y voir, c'est un découragement qui est celui qui est courant aujourd'hui dans le réseau. Donc, moi, j'y crois vraiment à ce qu'un premier niveau de gouvernance qui s'appliquerait structuré, pas tant pour contrôler, mais pour créer de la fierté, du sentiment d'appartenance à des entités qui sont à échelle humaine, puis de pouvoir dire, moi, je ne suis pas gêné de travailler là, je suis fier de ce que je fais. Par rapport de ça, mon PDG ou mon DG ou peu importe, une fois tous les 3 mois, il met en valeur ce qu'on fait. Puis il n'est pas gêné de le faire publiquement. J'ai une question d'encadrage de Jacques Ricard. Est-ce que ne devrait pas revenir à un mode d'organisation sous la forme CSSS où toutes les missions travaillent ensemble avec l'objectif des trajectoires de service? Comme je le disais tout à l'heure, je ne veux pas entrer là, dans la mécanique de l'orientation. Il y a diverses façons d'envisager cela. C'est sûr que ce serait une approche simple de dire on revient aux anciens C3S et on reconstitue des conseils d'administration exactement ceux qui prévalaient. On pourrait aussi faire d'autres modes de gestion, de gouvernance, si on veut, là, qui ne nécessiterait pas nécessairement la déstructuration complète du plan administratif. Mais c'est certainement une suggestion qui est valable. En même temps, j'espère qu'on ne va pas faire, vous connaissez l'expression en anglais, move the deck chairs around on the Titanic. Qu'on va faire des changements d'organigramme. Je pense qu'il faut penser à une culture de gestion, il faut penser à une culture de réseau
Et il faut penser à cette notion-là de développer la responsabilité et l'imputabilité le plus proche des gens et de ceux qui travaillent dans ces établissements. Il y a une ancienne DG d'une CHSLD qui m'a dit, quand on était CHSLD, DG, un travailleur qui avait un problème, il rentrait, il frappait à la porte de la personne responsable des ressources humaines, il se parlait puis il réglait le problème. Avec la création de CIUS, il y a un numéro où le travailleur pouvait appeler, laisser un message et quelqu'un allait le rappeler éventuellement. Je trouve que c'est une image très, très bien en termes de cette notion de proximité, d'intimité qu'on a perdue. Et pour la recréer, Howard a raison, il y a différentes approches qui peuvent être déployées. Ce serait trop long d'entrer dans ces nuances-là, mais l'objectif doit être celui-là. Mais pour que ça arrive, il va y avoir une résistance du côté du ministère. Il s'est développé une culture, OK, je dirais, de la reddition de comptes. Okay? Ce qui fait que là, dans le réseau, c'est une reddition de comptes qui, à mon avis, n'a pas de sens. C'est une reddition de comptes sur des petits processus, sur ça. Sauf que si tu es au ministère, tu es responsable des dossiers, tu te dis, hey, moi, je vais avoir des données là-dessus. Tu poses la question, vous faites quoi avec ces données-là? Ils en reçoivent des milliers de données. Ils font quoi avec? Personne ne le sait vraiment. Okay? Et donc, je me dis, la culture de la centralisation, il s'est développé une culture de remonter des données en haut, souvent qui n'a rien à voir avec les objectifs fondamentaux des systèmes de santé, qu'en plus avoir à ce que j'appelle une culture du petit contrôle. Okay? Et ça, je veux dire, à un moment donné, si ça ne change pas, ça va créer toujours le même type de pression, ce qui fait en sorte que les gens disent, on envoie des données au ministère, il y a des données qu'on sait qui ne font pas de sens, okay? On n'a jamais de retour vraiment sur ces données-là, puis 80% des cas, on ne sait pas vraiment à quoi ça sert. Est-ce qu'on peut passer d'une culture de contrôle et de monitoring à une culture de gestion de changement, qui inspire le changement, qui aide le changement, qui soutient l'innovation? Et il y a des pratiques, des solutions émergentes, pour reprendre l'expression le titre de notre rapport. Il y a des solutions émergentes. Le travail d'implantation du plan Alzheimer du ministère est exemplaire à ce niveau-là. Et pas simplement, on va monitorer qu'est-ce que les autres vont faire. Ils sont très impliqués avec une gouverne très partagée de promouvoir, d'inspirer et d'aider le changement et l'innovation. Donc, c'est possible. Je ne peux pas résister à la... Oui. Je peux pas résister. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Je ne peux pas résister à la tentation de vous partager cette diapo-là, qui est un ultra sommaire, dans le fond, à gauche, de ce que c'est la gouvernance contemporaine en 2022. Là. Moi, en passant, je suis un collaborateur régulier du Collège des administrateurs de société. Et puis, donc, des caractéristiques à très, très haut niveau. Là, hein? C'est quoi les caractéristiques de la gouvernance contemporaine? Puis, c'est mon opinion personnelle, mais c'est un peu qu'est-ce que j'observe dans le réseau aujourd'hui. D'abord, la gouvernance contemporaine, hein, c'est une gouvernance fiduciaire qui rend compte, mais elle ne rend pas compte juste vers le haut, elle rend compte aux parties prenantes. En passant, les rapports trimestriels de cascade, ils ne sont pas connus, lus juste par les actionnaires, ils sont sur les sites Internet, tout le monde peut les lire. On rend compte Deuxièmement, la gouvernance contemporaine est orientée création de valeur. Création de valeur, ce n'est pas une notion monétaire, là. C'est une notion de dire d'enrichir l'actualisation de la mission de l'organisation. Elle est transparente, ouverte, inclusive.
on mise sur la diversité pour exploiter l'intelligence collective par rapport à l'actualisation de la mission. On fait une place aux parties prenantes parce qu'on a besoin de savoir comment on va se comporter dans notre milieu pour pouvoir atteindre nos objectifs. Ça n'est plus possible pour aucune société d'ignorer les parties prenantes. Et il y a une contribution qui est attendue du côté des administrateurs. On y viendra. Qu'est-ce que j'observe? Ben, aujourd'hui, on l'a dit, hein, l'administration, la gouvernance est beaucoup auto-centrée vers le haut, qui lui-même est peu imputable à toute fin pratique. Ah oui, on va dire le ministre est élu, le gouvernement est élu, oui, mais toujours est-il que ce n'est pas comme de l'imputabilité ou de la rencontre sur le plan des personnes concernées. On est orienté beaucoup obéissance aux normes, on fait remonter l'information. Plutôt que d'être transparente, c'est une culture qui est plutôt opaque, fermée, un peu un monde à part. Hein? Plutôt que de miser sur l'intelligence collective par beaucoup de personnes impliquées dans la gouvernance, moi, je ressens beaucoup de méfiance et d'autorité par rapport aux gens. Puis finalement, c'est quoi la contribution qui est attendue des administrateurs dans une société, un OBNL, peu importe? C'est de l'indépendance d'esprit, c'est de la surveillance active, c'est de la clairvoyance à 360 degrés pour aider l'organisation. C'est de la prévoyance, quand je dis vocale, dans le sens que les gens s'expriment dans les conseils, autant d'OBNL que de sociétés d'État ou autres, et une rétroaction en continu dans le but de s'améliorer. Celle que, je dirais, qu'on voit, et ce n'est pas un jugement sur les administrateurs, mais le système, à quoi il oriente la contribution attendue des administrateurs aujourd'hui, c'est une indépendance qui est plus technique qu'une indépendance d'esprit qui remet en cause les décisions prises en haut. C'est une surveillance de conformité normative et non pas active dans le sens que je l'indiquais tout à l'heure. On s'attend qu'on va endosser les directives plutôt que d'être clairvoyant puis de dire ah, c'est pas comme ça que ça devrait marcher puis d'être conséquent avec ça. La prévoyance vocale, bien, on s'attend plutôt que les administrateurs vont être silencieux puis ne contesteront pas les orientations ministérielles et plutôt que de valoriser de la rétroaction forte en continu sur ce qu'on fait, c'est plus une orientation de faire confiance au système. Alors, c'est sûr que la gouvernance telle qu'elle est pratiquée, pour moi, elle est très loin des standards de ce qu'on doit s'attendre aujourd'hui en gouvernance contemporaine. Je vois qu'il est déjà 13h25. Je vais prendre peut-être une dernière question. Je suis désolée, on ne pourra pas répondre à toutes les questions, bien qu'elles soient toutes très intéressantes. C'est Michel Desjardins qui nous demande une des recommandations importantes portées sur la responsabilité populationnelle et des Blancs par territoire. Qu'en est-il 20 ans plus tard? Bien, un peu comme je le disais, pour moi, la responsabilité populationnelle, elle a été mentionnée, elle a été valorisée comme concept, mais ni la gouvernance aujourd'hui, ni les incitatifs n'ont été structurés de façon à ce qu'on puisse donner toute la portée à cette orientation-là de responsabilité populationnelle et territoriale. C'est resté au niveau, si j'avais un mot méchant, je dirais des vœux pieux beaucoup trop. Il y a eu des choses de fait, mais ça n'a pas été structuré pleinement. Le plein potentiel n'est pas exploité. Monsieur Hamad, je vois que vous avez la main levée. Oui, bonjour. La question s'adresse peut-être aux trois. Donc, vous avez mentionné que les constats de la commission Claire étaient encore d'actualité aujourd'hui. Si on peut revenir encore plus loin en arrière, est-ce que lors des rencontres de votre commission, vous aviez vu que les constats de la commission Castonguay étaient encore d'actualité et est-ce que certains des constats de la commission Castonguay s'appliquent encore aujourd'hui?
Ça dépend à quel niveau on se situe. Là, on n'avait pas fait d'études spécifiques ni sur les travaux de la commission Rochon, ni sur la commission Castonguay-Neveu. Maintenant, je peux vous dire, s'il y a une chose dans laquelle nous croyions et dans laquelle, je pense, nous croyons toujours fortement, qui était le cœur de la commission Castonguay-Neveu, c'est dans le fond d'avoir un système à financement public qui maximise l'accès à des services, une gamme la plus complète possible de services financés publiquement. Maintenant, je ne sais pas si mes collègues veulent ajouter, mais ça, on n'a jamais remis ça en cause, là, de dire que le financement doit être un financement public le plus large possible et l'accessibilité réelle aux services est primordiale. Et je pense aussi que les CLSC étaient à l'origine dans la commission Castonguay. Bon, évidemment, eux aussi ont eu un enjeu majeur là, de mise en œuvre, parce qu'il y a eu beaucoup de résistance à l'époque. Mais je pense que la notion de l'organisation de la première ligne, elle était fondamentale même chez Castonguay. Et en plus, évidemment, je dirais de l'aspect public du système. Donc, et même chez Rochon, en tout cas, il y a toujours une certaine cohérence, je dirais, au niveau des principaux concepts d'organisation du système de santé. Et moi, ce que je souhaite, c'est que moi, je pense qu'il y a quand même beaucoup de recommandations qui sont encore pertinentes aujourd'hui dans la commission Claire. Et je souhaite et j'espère que le gouvernement actuel et futur puisse quand même essayer de regarder ce qu'on a développé. Et moi, je pense qu'il y a des choses qui pourraient et devraient être mises en œuvre, sans avoir à réinventer la roue, là, tu sais. Alors, moi, je vais devoir vous quitter. Je pense que mes collègues aussi ont peut-être des obligations. Merci tout le monde. Merci à nos trois conférenciers. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Merci pour la discussion. Merci à tous et bonne Merci. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci tout le monde pour votre présence. Simplement pour vous informer, le webinaire est enregistré, il sera disponible sur notre site internet pôlesanté.hec.ca, également les 2 présentations qui ont été utilisées. Vous avez un prochain séminaire le 7 avril qui portera sur l'innovation ouverte en santé. Vous pouvez vous inscrire à travers notre site internet également. Merci tout le monde et bonne journée à tous. Merci. Au revoir.